Bonjour. Pleurer parce qu'on est à bout. Se retenir de pleurer parce qu'il ne faut pas pleurer. Y arriver, ou pas. Se faire surprendre par ses propres larmes. Pleurer de douleur. Pleurer de fatigue. Pleurer de joie aussi. Parce qu'aujourd'hui mes larmes sortent encore lorsque je parle de cette année traversée, malgré la tempête. Parce que je ne me sentais pas toujours à la hauteur avec ces larmes sur mes joues. J'ai eu envie d'en parler avec Pierre-Étienne Schmitt, mon philosophe éclaireur. Ces moments d'échange m'ont fait du bien. Alors je vous les partage maintenant, espérant qu'ils vous aideront aussi à accueillir vos larmes pour ce qu'elles sont en réalité. Votre force. Alors, bonne écoute. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. La dernière fois que nous nous sommes quittés, nous avons conclu notre échange sur la force, le courage et moi te disant que il m'arrivait de pleurer quand même très souvent et je suis pas, je pense, la seule face à cette maladie. Alors il y a plein de moments où on garde le cap comme on dit et puis il y a plein de moments où les pleurs sont là et sont très présents, nous seuls ou nous avec les autres, notre univers. Et tu avais commencé à m'expliquer l'importance finalement des pleurs et ce que ça pouvait représenter. Alors, est-ce que tu accepterais qu'on en reparle aujourd'hui ? Absolument. Il me semble même que cela peut être nécessaire. Bien évidemment, il n'y a pas que les épisodes de la maladie qui sont ponctués et relancés par les pleurs, mais les pleurs de l'être malade sont sans doute difficiles à aborder parce que pour soi-même et pour les proches, c'est comme peut-être un point de non-retour, où ça apparaît d'abord comme un point de non-communication, d'incompréhension, et puis bien évidemment de souffrance. Et pour autant, je pense que nous manquons de savoir-être avec les pleurs. Étrangement, nous manquons de savoir humain quant à notre rapport aux pleurs, dans la mesure où on les voit d'abord comme un signe de faiblesse, quelqu'un qui ne tiendrait pas une certaine forme qui devrait être la sienne. Alors on accordera aisément aux enfants le droit de encore un peu pleurer, mais une présence humaine digne, on a du mal à la concevoir comme pouvant pleurer, dans la mesure où il faut bien distinguer encore une fois pleurer et pleurnicher. Et il y a aussi, ça a été pour moi le cas, essayer de ne pas pleurer devant ma fille. Quand je lui ai annoncé la maladie, quand parfois il y a des moments de la maladie et des traitements qui sont extrêmement douloureux et tu peux pas faire autrement que de pleurer ou de crier de pleurs parfois. Enfin, ça a été à un moment donné le cas pour moi. Cette représentation tout d'un coup de cette mère qui devant sa fille est en pleurs, comme pourrait être un enfant normalement devant cet échange de rôle d'un coup. C'était un peu compliqué à gérer, ces pleurs. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un père ou d'une mère qui n'aura pas le droit de pleurer devant ses enfants? Je pose la question, hein, je me la pose aussi. Je n'ai pas la réponse, mais dans quelle mesure ce serait désapprendre quelque chose à ses enfants que un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse. Mais parce qu'on considère d'abord les pleurs comme un aveu de faiblesse, et peut-être que les pleurs ne relèvent pas de la faiblesse. Peut-être que les pleurs relèvent de notre humanité, de toute notre humanité, et on pleure toujours d'une douleur qu'on ne parvient pas à manifester autrement, ou on pleure encore les mots qu'on ne peut pas dire, qu'on ne sait pas dire. Il y a toujours une charge de sens dans les pleurs, et c'est peut-être cette charge de sens qui est précieuse, qui est sans doute, qui se délivre comme une énigme pour soi et pour les autres, mais qui formule bien un excès d'existence sur tout ce qu'on peut se représenter. Et d'une certaine manière, cet excès d'existence, il faut l'endurer, il faut savoir la recevoir et ne pas masquer ses pleurs. Mais les pleurs doivent être accueillis parce qu'ils font partie de cette expérience de l'être malade dont on parlait. Et ça ne relève pas d'une faiblesse, ça relève juste d'un lot propre à
à notre présence au monde. Et si les pleurs ne disent pas quelque chose, ils sont toujours signes d'une présence qui tente un chemin, qui tente une voie d'expression. Je dirais, les pleurs ne sont pas un échec. Ils ne sont un échec et donc ils ne sont une faiblesse. On pense que l'homme est totalement souverain de ses émotions, totalement souverain de ce qu'il traverse. Être malade, c'est être bombardé. On est tout homme et toute existence est bombardée, mais être malade, c'est d'autant plus être bombardé d'émotions, de sensibilité et parfois, j'allais dire, il faut se laisser aller aux pleurs parce qu'il faut laisser se faire traverser par ces émotions et ne pas toujours vouloir les contenir. Il s'agit pas de se laisser déverser en larmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il s'agit pas de pleurnicher. Voilà, c'est simplement, il faut avoir le courage d'accueillir tout ce qui nous traverse. Reste après à aménager les espaces où on peut accueillir toute cette souffrance, ces pleurs, voilà. Et il est vrai que parfois, à certains moments, dans la reconstruction de sa vie quotidienne, on n'a pas envie de pleurer devant ses enfants. Ça, je comprends tout à fait, bien évidemment. Mais du coup, Pierre-Étienne, si je t'écoute, effectivement, on refait le lien avec ces pleurs et accepter de pleurer et que finalement, c'est aussi du courage que d'accepter à un moment donné de pleurer. Mais ces pleurs devant sa fille ou d'autres, devant son chéri, quand on est submergé, est-ce que malgré tout, c'est quand même pas montrer à quel point je suis fragile ou justement affaiblie par cette maladie? Sans doute que socialement, psychologiquement, les pleurs manifestent aussi une forme d'affaiblissement. Mais l'affaiblissement ne signifie pas que tu es faible. La faiblesse comme la force, ce sont des dynamiques. Et c'est pas quelque chose, ça montre pas une propriété, un caractère d'être faible. Il y a des moments où on traverse où effectivement on va avoir plus de mal à s'accepter, à accepter tout ce qui nous tombe dessus, à accepter, à supporter cette souffrance. Mais encore une fois, il ne faut pas lire les pleurs comme le signe d'une faiblesse constitutive ou d'un être faible, d'un caractère faible, mais comme le lot de la fragilité humaine et d'une fragilité humaine qui tout d'un coup, dans l'expérience de l'être malade, se redécouvre. Cette fragilité au quotidien, on supporte l'injonction d'avoir à la cacher. On supporte notre fragilité, elle n'est jamais à confondre avec notre faiblesse. La fragilité, ça nous reconduit à ce dont on parlait la dernière fois sur la finitude, c'est-à-dire que l'homme, je dirais, ne tient pas tout seul. L'homme est un fragment et il n'existe que pour autant qu'il est en rapport avec les autres, en rapport avec les choses. La fragilité, ça signifie l'être frêle, mais aussi l'être qui peut se briser. Et au fond, on a toujours des rapports brisés. Mais c'est ce qui permet. Alors, c'est ce qui nous accable de douleur parfois, mais c'est ce qui aussi nous permet d'éprouver la joie. Voilà, on a encore du mal à penser cette fragilité comme quelque chose qui ne relèverait pas d'une défaillance, mais comme une ligne de faille qui nous serait constitutive et qui nous permet d'être ouverts au monde. Voilà, la fragilité, c'est ce qui rappelle à l'homme qu'il n'est pas tout puissant, qu'il n'est pas auto-individué, mais qu'il est toujours en rapport avec les autres. Au fond, ce dont peut aussi souffrir l'être malade, c'est l'incapacité qu'il aurait à comprendre sa sensibilité ou son hypersensibilité, son hyperémotivité. Or, si nous sommes sensibles et émotifs, c'est d'abord parce que nous sommes fragiles, nous sommes disposés à être atteints par les choses. Et les pleurs nous rappellent que nous sommes très atteignables par les choses. Alors, au quotidien, et quand on est, disons-nous, en bonne santé sociale, on cache cette atteinte du monde. On la cache. On montre pas qu'on est ému, on montre pas qu'on est sensible, on montre pas qu'on est touché, on montre pas qu'on est et tout ce vocabulaire sensible, ému, atteint passe nécessairement au regard d'un certain modèle
qui est plus ou moins dominant, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, il est plus ou moins dominant, quand bien même je dirais ce que je viens de dire. Je pense qu'on a tous, on est d'une certaine manière fortement formé, fortement conçu, avec à l'horizon cet idéal d'un homme, d'un humain qui ne montre pas sa sensibilité, qui ne montre pas son émotivité. Et encore une fois, les pleurs sont bien le signe d'une d'une existence qui est émotive. Et j'insiste bien dans émotive. Dans émotive, on a motion. Dans émotion, on a l'idée d'un mouvement. Et les pleurs c'est vraiment un mouvement d'existence. C'est un signe qu'il y a des chemins qui nous parcourent, et c'est des signes aussi qu'on est avec les autres. Imaginons quelqu'un qui ne saurait plus pleurer. Pour les proches, on pourrait fort bien concevoir que l'incapacité qu'aurait quelqu'un de pleurer serait non pas étonnante, mais serait délicate. Il ne s'agit pas d'attendre de celui qui est malade qu'il pleure et qu'il exprime ainsi sa souffrance, sa douleur, sa peur, mais c'est aussi un moment que l'on peut savoir partager, un moment qui peut rassembler, réunir de la présence et même peut-être instituer une forme de coprésence. On peut, dans les pleurs, on peut se retrouver. Quelqu'un qui serait tout à fait fermé dans sa douleur au point de ne plus pouvoir en pleurer serait peut-être inatteignable et donc on ne pourrait peut-être même plus être en rapport avec lui. Donc plus d'empathie. Oui, plus d'empathie, oui, et plus mais pas simplement d'empathie avec les autres, d'empathie avec lui-même, c'est-à-dire devenu pierre de douleur, devenu marbre ou bloc de douleur et avec laquelle il y a plus la possibilité d'ouvrir une brèche. Et j'insiste bien sur ce mot brèche, parce que brèche, ça nous renvoie à notre fragilité. C'est parce que nous sommes bréchés et toujours ébréchés qu'il y a de la joie, qu'il y a du sensible, qu'il y a de l'émotion. Et cette brèche, parfois, elle s'éclaire en pleurs, nous recueille et nous permet de partager un sens, même dans le silence des mots, et surtout dans le silence des mots. On parle ici des pleurs, mais on pourrait parler des regards, on pourrait parler des gestes. Une main de sa mère, une main de son père, une main de ses enfants. C'est un espace de sens et qui nous relance dans la possibilité d'exister, dans la possibilité de continuer le jour. Alors, il me vient une question, en fait, Pierre-Étienne. Donc, considérant que les pleurs ne sont pas un symbole de fragilité, d'ailleurs, faudrait que tu m'expliques, parce que tu fais la différence et tu m'expliques pour que je comprenne bien la différence entre fragilité et faiblesse. Il y a ça. Et l'autre point, c'est est-ce qu'il y a un rapport avec la dignité? Ce qu'on dit souvent, enfin, j'ai entendu souvent, arrête de pleurer, enfin, sois digne. Donc, est-ce que ces trois notions, fragilité, faiblesse, dignité, ont un lien? Enfin, comment est-ce qu'on peut éclairer un peu justement ces notions? Alors, on peut peut-être se pencher un instant sur la question de la dignité. La dignité peut s'approcher de plusieurs points de vue. Il y a une dignité des convenances sociales et historiques. Et il fut un temps où il était fort noble, non pas de faire voir ses pleurs, hein, d'être démonstratif avec ses pleurs, mais de savoir être là tout en pleurant. Il y avait, il y a une période, 15e, 16e siècle, où on avait ce n'était pas un signe de faiblesse ou une inconvenance sociale, mais il y a bien des sociétés, c'est pas la seule, il y a bien des périodes de l'histoire où les pleurs n'étaient pas reçus comme un signe d'indignité, comme un signe de moindre humanité, parce qu'au fond c'est ce qu'on entend. Quand on dit ce serait indigne, ce serait que tu ne serais pas la dignité, ça relève de l'être, de la tenue, de l'être debout, de se sentir, de se tenir en tant que véritablement être humain. Voilà. Et pour nous, le véritablement être humain, il ne manifeste pas, enfin, il n'est pas faible, il ne manifeste pas sa faiblesse, et donc il ne pleure pas. Donc la dignité, la dignité, elle est d'abord, elle peut s'entendre d'abord comme relevant des convenances sociales. J'ai envie de dire,
l'être malade, il n'a peut-être d'abord que faire des convenances sociales. Non pas parce que il n'a plus aucun devoir à l'égard des autres, c'est pas ça mon propos. Mais si on reprend nos précédents échanges, c'est que la reconfiguration de l'existence, voilà, ces statuts sociaux à ce moment-là de l'existence n'ont plus lieu d'être. Et la dignité, ce n'est pas de pleurer ou de ne pas pleurer, c'est j'allais dire, de se tenir debout dans tout ce qui dans tout ce qui nous accable. Ça veut dire savoir rester soi et savoir rester à l'écoute de soi. Ce sera ça la véritable peut-être dignité. Ne pas, je dirais parfois on s'affaisse dans une volonté démesurée de ne pas accepter ses pleurs. La dignité, c'est de se tenir en rapport avec tout ce que nous sommes et tout ce qui nous tombe dessus. Et se tenir en rapport avec, se tenir debout dans tout ce qui nous tombe dessus, ça veut dire aussi s'ouvrir à ces manifestations que sont les pleurs, que sont les cris. Et c'est ça aussi la dignité, c'est de ne pas tricher à l'égard de soi. C'est aussi la dignité, c'est pas la forte tête d'un ego démesuré. C'est pas du tout la forte tête d'un ego qui aurait décidé ceci ne passera pas par moi, ceci ne passera pas par moi. Voilà. Mais c'est tout simplement, encore une fois, de considérer la présence dans toutes ses dimensions, dans toute sa finitude, sans y voir une marque de faiblesse et sans redoubler notre souffrance par le jugement sévère qui consisterait à dire voilà faiblesse que de pleurer, voilà faiblesse que d'éprouver de la souffrance. Il s'agit pas d'en rajouter de la souffrance, il s'agit pas de faire comme si elle n'était pas, il s'agit simplement, quand je dis simplement, ça veut pas dire c'est facilement, hein. On s'entend bien. On ne sait jamais comment, on ne sait préalablement jamais comment l'accueillir. Mais c'est ce qu'il faut inventer dans l'expérience de l'être malade, dans l'expérience de la souffrance. Comment s'accueillir? Oui, inventer et accepter. Oui, s'ouvrira pour pouvoir la considérer et ainsi l'accepter et ainsi inventer un mode par lequel on va pouvoir non pas la considérer comme une charge de plus dans la difficulté d'être malade, mais comme s'ouvrir à ce que l'on devient. Et si l'on s'ouvre à ce que l'on devient, on est dans une démarche de devenir. On est dans la puissance. On est dans la puissance du devenir. Et on n'est pas dans le jugement de savoir si on est fort ou on est faible. La force et la faiblesse, c'est du statique d'une certaine manière. C'est de la quantité en plus ou en moins. Et on n'est jamais moins homme ou plus homme. On est toujours entièrement homme. Et j'allais dire, et surtout quand on pleure ou surtout dans le silence, on n'est pas moins, on est toujours entièrement l'humain que nous sommes. Et par les pleurs, j'insiste à nouveau sur ce point, la fragilité que nous avons à éprouver dans les pleurs, c'est de la puissance d'existence. Oui, et se voir jugé par quelque chose d'autre que soi, ou se juger soi-même de ne pas avoir été assez forte pour ne pas laisser les larmes monter quand on l'annonce à notre fille, c'était mon cas, ou à notre univers. À un moment donné, non, en fait, il n'y a pas besoin de se rajouter cette charge, et effectivement, ton éclairage est fort parce que ça permet de poser quelques paquets que j'avais sur le dos, et autre chose aussi, ça me fait penser à, je sais pas si tu connais, à l'art kintsugi, qui est un art japonais qui a pour objet finalement de redonner une deuxième vie à des porcelaines qui se sont ébréchées, qui se sont cassées, et en fait tu redonnes une nouvelle vie en recollant les morceaux avec de l'or. Donc ce qui fait que cette coupelle qui s'était cassée, qui est remontée grâce à cet art japonais kintsugi, elle est encore plus jolie, pleine de lumière dans ses brèches. Finalement, c'est ce qu'on est, c'est sans doute ce qu'on accepte d'être, pleine de lumière dans nos brèches quand on laisse s'abandonner nos larmes monter et qu'on montre tel qu'on vit ce moment. Tu m'offres un exemple que je ne connais pas et qui s'y est formidablement bien
tout ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Je te le dis très sincèrement, il faudra que tu m'en reparles encore. Pourquoi? Si je peux, essayer mais vraiment, je suis très enthousiaste à l'idée de cet exemple et de découvrir d'un peu plus près de ce dont il s'agit. Revenons à la fragilité. Étymologiquement, ça veut dire bris. Parfois, les pleurs, parce qu'ils disent ce qu'on ne peut pas dire, sont cet or dont tu parlais tout à l'heure, qui nous permettent de nous recueillir et qui permettent de rassembler, pas simplement ma présence individuelle, mais de rassembler et de configurer une forme de coprésence, de rassembler des présences, de configurer une coprésence qui permet de tenir encore au monde, c'est-à-dire de tenir encore un espace de sens avec celles et ceux que j'aime. Donc, est-ce que tu es OK, Pierre-Étienne, pour revenir discuter avec nous de cette reconfiguration de l'existence finalement, avec tout ce qui est notre nouveau nous, tout ce qui est ce que l'on est aujourd'hui, cette nouvelle naissance à la maladie, avec notre force, notre courage, notre faiblesse, notre dignité et tout ce que l'on est de nouveau présent. Avec grand plaisir, Isabelle, nous tenterons de comprendre dans quelle mesure accepter cette fragilité, s'ouvrir à cette fragilité, nous permet et nous invite à reconfigurer notre rapport au temps, à l'espace, un nouveau rapport au corps, un nouveau rapport aux autres, et peut-être dans l'exploration d'un sens nouveau, non pas à conquérir, mais à recueillir. Merci Pierre-Étienne, encore vraiment 1000 fois merci.